Vers l'an 100 avant JSC, un homme sortit de son bureau dans la capitale de la Chine à la fin de sa journée de travail. On l'avait renvoyé chez lui pour qu'il prenne un bain. La bureaucratie chinoise de l'époque avait décidé que le bain était suffisamment important pour accorder aux gens un jour de congé chaque semaine. C'est ce que nous considérons aujourd'hui comme la première semaine de travail officielle au monde et le début d'un système de congés que la Chine impériale utiliserait sous une forme ou une autre pendant les 2000 années suivantes. Bienvenue dans la suite de l'histoire du congé payé. Je m'appelle Nick et cette série vous est présentée par Vacation Tracker. Dans le dernier épisode, nous étions dans l'Égypte ancienne en train de parler d'un morceau de poterie cassé. Aujourd'hui, nous sommes en Chine pour examiner 1500 ans de congés payés pour les fonctionnaires. Un système devenu si élaboré qu'il a dû être consigné dans des manuels dédiés. Alors, parlons-en. La dynastie Han a dirigé la Chine pendant environ 400 ans, de 200 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ. Ils nous ont donné le papier, le sismographe, la route de la soie, pas la version en ligne, et les bases du système d'examen impérial, qui allait vraiment façonner le gouvernement chinois pour les 2000 années suivantes. Elle avait aussi un problème très similaire à ceux d'aujourd'hui. Leur empire était devenu si vaste qu'il manquait de structure pour leurs fonctionnaires. Et ce sur quoi ils ont finalement abouti, c'est ceci. Les fonctionnaires travaillaient 4 jours d'affilée, puis ils avaient chaque 5e jour de congé pour le Xiaomu, qui était le jour de repos et de bain. Mais d'une certaine manière, le bain n'était qu'un prétexte, et la véritable fonction de ce jour de repos était de permettre aux gens d'aller rendre visite à leur famille et de régler des problèmes personnels, vous savez, les choses que nous faisons de nos jours le week-end. Et cette politique du Xiaomu est en fait restée en place pendant des siècles, jusqu'à la dynastie Tang, qui est d'ailleurs considérée comme l'âge d'or de la Chine impériale. Ils ont connu une prospérité, une culture et une influence sans précédent à travers l'Asie, mais ils ont aussi modifié le calendrier des jours de repos. Au lieu d'un jour de congé tous les 5 jours, ils l'ont changé pour un jour de congé tous les 10 jours. Et cela peut sembler être une régression, mais ce ne l'était pas. Les Tang ont ajouté 2 éléments à ce cycle. Premièrement, ils ont élargi le nombre de fêtes nommées dans le calendrier. Les fonctionnaires bénéficiaient de 7 jours complets pour le nouvel an lunaire, 7 jours pour le solstice d'hiver, 3 jours pour la fête de Qingming, 3 jours pour la fête de la mi-automne, ainsi que quelques autres courtes pauses pour l'anniversaire de l'empereur et certaines célébrations régionales. Et la deuxième chose qu'ils ont ajoutée à ce nouveau cycle était le congé lié à des événements. Par exemple, si vous étiez un fonctionnaire et que vous vous mariez, vous aviez droit à un congé de mariage. Si quelqu'un dans votre famille passait la cérémonie de passage à l'âge adulte, vous aviez également droit à un congé pour cela. Et bien sûr, si vous tombiez malade, vous aviez droit à un congé maladie. Et, fait intéressant, si l'un de vos parents décédait, vous aviez droit à 2 ans et demi de congé. Mais nous y reviendrons plus tard. Cela fait plus de catégories de congés que la plupart des systèmes RH actuels ne peuvent en gérer. Et la solution à l'époque des Tang était d'embaucher une multitude de greffiers qui utilisaient du bambou pour tout consigner par écrit, ce qui est plutôt impressionnant quand on y pense. Malheureusement, Internet n'existait pas à cette époque, et un outil comme Vacation Tracker n'aurait jamais pu voir le jour. Mais si cela avait été le cas, cela aurait probablement mis à la retraite une grande partie de l'industrie du bambou et sauvé quelques forêts au passage. Mais si vous connaissez un peu la Chine ancienne, vous savez que beaucoup de choses changeaient d'une dynastie à l'autre. Et cela a clairement été le cas à la fin de la dynastie Tang. La dynastie Song a duré de l'an 960 à 1279, et on lui doit l'invention de la monnaie papier, de la boussole magnétique pour la navigation, de l'imprimerie à caractère mobile et des armes à poudre. Et une fois de plus, le calendrier officiel des congés a été modifié par une nouvelle dynastie. Si vous vous souvenez, la dynastie Tang était passée d'un cycle de 5 jours à un cycle de 10 jours, mais avait ajouté tout un tas de jours fériés supplémentaires. Et la dynastie Song a conservé le cycle de 10 jours, ainsi que les festivals, mais en a ajouté encore plus. Pendant toute cette période, un fonctionnaire pouvait s'attendre à avoir 113 jours de congé chaque année. Et c'est fou parce que cela représente environ un tiers de l'année. À l'époque, le gouvernement chinois partait du principe qu'une personne bien reposée, bien éduquée et respectueuse des rituels serait capable de produire un meilleur travail qu'une personne fatiguée. Donc pour eux, ce n'était pas un avantage. C'était structurel dans la façon dont la bureaucratie était conçue pour fonctionner. Mais il y avait ensuite les congés qui s'ajoutaient aux congés. Vous vous souvenez de ce dont je parlais tout à l'heure? La catégorie s'appelait Dingyu, ce qui signifie congé de deuil pour ses parents. Lorsqu'un fonctionnaire chinois perdait sa mère ou son père, il était obligé de démissionner et de retourner dans sa maison ancestrale. Et la raison était liée à la religion, plus précisément au confucianisme. Confucius, qui a vécu au VIe siècle avant J.B.C., soutenait que, puisqu'il fallait 3 ans pour qu'un enfant soit sevré de sa mère, il devait à ses parents 3 ans de soins symétriques à la fin de leur vie. Et à partir de cette affirmation, l'État chinois l'a traduite en une politique. Et ils ont même dû établir des règles supplémentaires pour les personnes qui en abusaient. Par exemple, dissimuler la mort d'un parent était une infraction pénale. Si vous étiez pris, vous étiez destitué, mais il y avait une exception.
L'empereur pouvait effectivement opposer son veto en déclarant qu'un fonctionnaire était trop important. Cette déclaration de l'empereur s'appelait duoqing, ce qui se traduit approximativement par privé d'émotion. Et lorsque cela se produisait, il y avait des réactions négatives. Par exemple, en 1577, l'homme le plus puissant de la dynastie Ming apprit que son père était décédé. Il s'appelait Zhang et il était le grand secrétaire, ce qui signifiait à l'époque qu'il dirigeait le pays pour un empereur de 14 ans. Il avait réformé le système fiscal, réorganisé l'armée, reconstruit des sections de la Grande Muraille, donc, selon la plupart des historiens, il fut l'un des fonctionnaires chinois les plus efficaces de tous les temps. Et maintenant, selon la loi, il était censé démissionner parce qu'il avait appris la mort de son parent. Mais il est évident que l'empereur ne voulait pas qu'il parte. Alors il déclara le duoqing et Zhang accepta. Et à partir de là, les lettrés confuciens de l'époque ont perdu la tête. Pour eux, accepter le duoqing était une trahison absolue du principe fondamental du confucianisme chinois. Des mémoriaux de protestation furent soumis et plusieurs des propres protégés de Zhang, des hommes dont il avait personnellement influencé la carrière, rédigèrent de très vives objections. L'empereur, qui avait d'ailleurs 14 ans, répondit en faisant battre ses hommes devant le palais impérial. Zhang continua de servir, les réformes se poursuivirent, mais la légitimité politique de la dynastie Ming fut gravement atteinte. Et le pire, c'est que lorsque Zhang mourut 5 ans plus tard, l'empereur se retourna contre lui, dépouilla sa famille de son honneur et confisqua tous ses biens. Ce scandale est en fait devenu une parabole dans la philosophie politique chinoise, et c'était probablement une position très difficile à tenir, car la politique de congé qui s'était construite au fil du temps devait être respectée, mais si l'empereur dit le contraire, il faut aussi lui obéir d'une certaine manière. À la fin de la dynastie Ming, le calendrier officiel des congés avait été réduit d'environ 60% pour atteindre environ 50 jours de congés par an. Ainsi, à la fin, les bureaucrates bénéficiaient de moins de la moitié du temps de congé dont disposaient ceux de la dynastie Song. Fait intéressant cependant, alors que tout cela se produisait, le modèle chinois de congé se répandait à travers l'Asie. La Corée l'a adopté sous 2 de ses dynasties, et il a également été adopté au Japon sous le code Taiho, étant essentiellement fondé sur les mêmes principes. En Inde, une tradition différente s'est imposée sous l'influence du bouddhisme, où 4 jours lunaires par mois étaient consacrés au repos et à la réflexion. Mais alors que le gouvernement chinois élaborait le calendrier de congés le plus sophistiqué du monde, une idée bien plus simple s'imposait ailleurs. Les jours de repos ne devaient pas seulement appartenir aux bureaucrates ou aux lettrés, ils devaient appartenir à tout le monde. Merci d'avoir regardé la deuxième partie de l'histoire du congé payé. Si votre équipe suit encore les congés avec des bandes de bambou ou des tableurs, essayez Vacation Tracker. Très bien. Abonnez-vous si vous voulez voir le 3e épisode. Direction Rome.